faut passer du toujours plus au mieux-être. Et pour ça, c'est un travail sur soi. Donc, il faut se transformer soi-même. Bonjour à vous, mais de quoi allons-nous parler ? Voilà, l'essentiel est dit, c'est parti. La première 13h15, 14h le dimanche, et Dieu dans tout ça. Pascal Claude. Et si nous nous offrions une respiration en ces vacances de printemps, alors que vous avez peut-être la chance de souffler quelques jours loin du rythme effréné ? Souffler, reprendre calmement son souffle, expirer, inspirer et s'écarter de l'envahissement quasi permanent de nos pensées. Pour illustrer cette réalité, le philosophe Alexandre Jolien a lui l'habitude de nous conseiller de couper mental FM. Mais comment apprendre à débrancher et à se reconnecter à soi, aux autres et au temps présent? L'une des pistes, c'est la méditation de pleine conscience, une pratique qui a le vent en poupe et qui va retenir toute notre attention ce dimanche au cœur d'un numéro spécial de votre magazine. Des témoignages, du reportage, des conseils et même une courte séance de méditation. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça. Le magazine des philosophies et des religions. Sur la première. Et c'est dès l'enfance que l'on peut s'essayer, s'exercer à la méditation. Le philosophe Frédéric Lenoir a déjà organisé plusieurs ateliers avec des jeunes d'école primaire à travers le monde francophone. Mais comment pratique-t-on la méditation avec les enfants ? C'est la première question que j'ai posée à Frédéric Lenoir. Alors, en fait, c'est juste une pratique de l'attention. Ce qu'on appelle la pleine conscience, moi je préfère parler de la pleine présence parce que il s'agit vraiment d'être présent, d'être là, ici et maintenant. Les enfants ont un problème, c'est que je m'en suis rendu compte en faisant les ateliers, ils sont très dispersés, très agités, ils ont du mal à se concentrer. Les scientifiques nous disent aujourd'hui, un enfant dans le monde d'aujourd'hui occidental, il se concentre pas plus de 8 secondes. Et au bout de 8 secondes, il pense à autre chose. Donc il a beaucoup de mal à se concentrer. En fait, j'avais pas du tout programmé de faire méditer les enfants. Pas du tout. Je voulais faire de la philo avec eux. Puis quand j'ai vu le problème de concentration, je sais à quel point la méditation peut m'aider à me concentrer. Du coup, je me dis, je vais les faire méditer. Avec l'accord des enseignants, j'ai fait cette expérience. Et ça a marché extraordinairement bien. Très très vite, les enfants ont aimé cette pratique. Ils l'ont fait chez eux. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, les 2/3 le pratiquaient chez eux. Quand je leur demandais pourquoi, ils me disaient, quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer. Et après, j'ai plus envie parce que je me suis calmé. Oui. Quand j'arrive pas à dormir, je médite et j'arrive à m'endormir. Quand je suis agité, que j'arrive pas à faire mes devoirs, je médite, après j'y arrive. Et donc en fait, c'est une autodiscipline pour retrouver l'attention, la présence et ne pas être tout le temps dans l'agitation du mental et du stress. Alors le livre que vous publiez contient quelques méditations guidées. Nous allons nous offrir en cette fin de week-end quelques minutes ensemble de méditation. Avant de démarrer, Frédéric Lenoir, quelles sont les consignes ? En fait, les consignes, c'est de se mettre dans un lieu dans lequel on est calme, plutôt sa chambre ou sa voiture, on n'est pas dérangé, on coupe le téléphone, on se met dans une position confortable, on peut être assis, on peut être allongé, il faut être confortable, il faut fermer les yeux et puis être réceptif à son corps, à sa respiration, laisser passer les pensées et être simplement présent à ses sensations corporelles. On ferme les yeux ? On y va. On y va. Vous observez maintenant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des pensées, des émotions. Vous les accueillez sans jugement et vous posez votre attention sur votre respiration. Vous êtes attentif au souffle, à l'inspiration, à l'expiration. Si un bruit extérieur vient vous déranger, vous l'accueillez sans jugement. Et vous revenez à votre respiration. Vous sentez ce calme intérieur qui s'établit en vous. Vous êtes juste présent à votre corps, à vos sensations, à votre respiration.
nous allons terminer notre exercice de l'attention. Quand la cloche retentira, vous allez pousser un soupir, respirer profondément et ouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous, Frédéric Lenoir? Mais très bien, très zen. Et vous? Mais c'est incroyable. C'est à moi de vous poser la question le plutôt. flot parce que de moi, je pensée vais- qui surgit. C'est Le- incroyable, le flot de pensée. Oui, on est tout le temps dans le mental avec énormément de pensées. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien en fait, parce que les études scientifiques sur le cerveau ont montré que pour être dans un bien-être, vous savez qu'on sécrète naturellement de la dopamine, de la sérotonine, qui sont les deux antidépresseurs qu'on utilise pour faire des médicaments, mais ils sont là à l'état naturel. Mais on a fait des études et on a vu que la dopamine et la sérotonine ne pouvaient pas se diffuser si on était dans le flot permanent de l'agitation du mental. Il faut être présent à ce qu'on fait pour que ces substances chimiques se développent et nous mettent dans cet état de bien-être. Et donc on n'est pas présent à ce qu'on fait, parce qu'on pense tout le temps. Donc on est en train de faire quelque chose en pensant à autre chose. Et ce que nous apprend la méditation, c'est arrêter de faire quelque chose en pensant à autre chose, parce qu'on apprend de plus en plus avec l'expérience à maîtriser, à endiguer le flot de ses pensées. Bon, j'espère que de votre côté, vous avez apprécié cette petite démonstration de méditation. Et vous l'avez entendu, Frédéric Lenoir nous l'a dit, les plus jeunes ont beaucoup de mal à se concentrer. Et donc, les exercices de méditation sont les bienvenus et ils ont pas mal d'autres vertus. Elena Verrier a pu s'en rendre compte en franchissant les portes d'une école en province de Namur. Donc on se trouve à l'Athénée de Saint-Servais, c'est une école en discrimination positive. Il y a 18 nationalités, 4 courants philosophiques, des primo-arrivants, des enfants placés en internat, donc avec un vécu assez lourd. Léna, Laura, Issa, Iman, Flavio, Aileen, Lorik. Bonjour Kelly. On ferme les yeux et ça fait du bien. Ça me relaxe et après je me concentre mieux. Ça m'apporte du bien. Maintenant je me sens plus à l'aise, plus cool. Être détendu. Christelle Mikins, je suis instructrice de pleine conscience pour les enfants et les adolescents. Je m'appelle Mélancolie Chantraine, je suis titulaire de 6e année primaire. Je propose maintenant de faire un exercice de grenouille. Quand je fais la grenouille, après je suis de bonne humeur. Donc vous êtes déjà bien tous assis, le dos bien droit, les épaules détendues et la tête bien droite. On dit les techniques de la petite grenouille qui fait référence à l'outil calme et attentif comme une grenouille qui se base sur les techniques pour les adultes. Ressentez l'air qui rentre par le nez et qui ressort. Et on a fait le pont vers des jeux, un vocabulaire approprié aux enfants. Il y a des petits exercices de yoga aussi qui permettent à l'enfant de détecter et de ressentir vraiment ce qui se passe maintenant, ici, dans leur corps. L'air continue à rentrer dans le corps et arrive dans la gorge. C'est l'hiver, donc peut-être que ça chatouille ou gratouille. Peut-être pas, et c'est très bien. Mais essayez de ressentir ce qui se passe dans votre gorge à chaque respiration.
La grenouille, ça peut me prouver que je peux rester calme et tout ça parce que je suis un enfant très speedé. Et ça fait du bien, quoi. Et quand on ressort de la grenouille, souvent on est tous tout calmes. Et alors on peut faire nos travaux calmement. Ensuite, on va continuer à suivre le chemin de l'air. Comme la grenouille, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc on a la petite mascotte qui est la petite grenouille. Pourquoi ? Parce qu'elle peut rester calme et attentive au bord de l'étang. Elle bouge juste quand elle a faim et qu'elle doit chasser ou qu'elle a peur. Sinon, rien n'est nécessaire. On ne doit pas agir, on ne doit pas bondir à le premier événement, la première émotion qu'on a. Peut-être qu'il y a certaines pensées qui surgissent, qui arrivent dans votre petite tête. C'est pas un souci. Laissez-les passer et revenez à l'attention sur votre respiration. Pourquoi un tel projet ? Tout d'abord, il y a 2 ans, j'avais une classe assez difficile et je me suis rendu compte que le climat n'était vraiment pas bon au sein de cette classe, ni pour moi, ni pour les enfants. Et donc, résultat, au niveau apprentissage, je n'y arrivais pas. L'air qui rentre et qui ressort. Et ça a changé ma vie scolaire. Ce petit ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Je réfléchis mieux parce que d'habitude, quand je fais mon contrôle, je suis trop stressée, je bouge trop. Et quand je fais cet exercice, je suis vraiment concentrée. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle donne des outils. Parce que généralement, on dit à un enfant, oui, il faut que tu te calmes, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, sois concentré, sois attentif. Mais on ne donne pas à l'enfant d'outils pour le faire. La grenouille, je l'utilise beaucoup quand j'ai des compétitions de gym. Ça me détend avant mes contrôles, avant mes évaluations. La méditation permet à vraiment s'exercer et pouvoir faire pause et se concentrer sur sa respiration. Et être donc plus attentif en classe aussi. À l'école, je sens par exemple un retour de récréation, ils sont énervés, etc. Hop, une petite technique de respiration, ça prend 5 minutes, ça prend pas plus de temps. Et le travail après est bien meilleur. Les enfants sont beaucoup plus détendus, sont beaucoup plus attentifs, sont beaucoup plus concentrés. La dernière fois, une prof était malade, donc toute la classe est venue dans notre classe. C'est pas trop français, ok. On est allé dans la cour, il y avait beaucoup de bruit. Madame a dit une séance de grenouilles. Et après, c'était plus calme. Et eux, ils pratiquent aussi chez eux quand ils en ressentent le besoin. Quand je vais me coucher, je fais le spaghetti. Je serre très fort mes mains, mes pieds et tout ça. Et alors, après, je relâche tout et ça me détend. Donc, ce sont des cycles de 8 séances pour les enfants, de 10 séances pour les adolescents. L'air qui rentre par le nez, qui gratouille la gorge. À chaque leçon, on fait des méditations, évidemment appropriées à chaque âge. Qui fait monter, descendre la poitrine, qui fait gonfler le ventre. À la grenouille, je ressens souvent rien. Des fois oui, des fois non. Et le dégonfler. Je suis quelqu'un d'assez rouf-rouf et dynamique. Mais finalement, j'ai participé aux 8 séances avec mes élèves, donc j'ai avancé en même temps que les élèves. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à la méditation, parce qu'avant, je faisais vraiment pas. Et j'avais pas une bonne image. Moi, je m'étais toujours dit, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Ça correspond pas à mon caractère, ça correspond pas à ma personnalité. Mais finalement, justement, quand on est rouf-rouf, il y a un moment donné où c'est pause, quoi. Autrement, on devient dingue. Je suis le plus stressée de la classe en plus. Et dans mon bulletin, madame me dit « Reste calme, reste calme ». Et de temps en temps, elle me dit « On fait une grenouille pour se calmer quand on a fini la cour de récréation ». Mes collègues ont remarqué que finalement mes élèves étaient plus calmes. Et on a décidé, d'un commun accord, d'introduire cette pleine conscience pour
toutes les classes de primaire. Donc ça, c'est la 2e année maintenant que Christelle vient pour toutes les classes primaires. Et les maternelles, elles étaient un peu déçues de ne pas pouvoir le faire. Et donc elles ont mis en place une autre technique. Elles ont mis une technique de massage en maternelle parce que c'était plus accessible aux petits. Donc finalement, c'est un projet qui a fait boule de neige et qui finalement a réveillé des consciences. C'est-à-dire que pour moi, dans l'école, c'était apprentissage, apprentissage, apprentissage. Et maintenant, on s'ouvre tout doucement au climat scolaire. Et je pense que si on travaille sur le climat scolaire, les apprentissages ne seront que meilleurs. Dans un petit moment, les clochettes vont sonner. Mais pour le moment, profitez de ce moment qui est le vôtre. Un moment où on vous demande de rien faire, de rien atteindre. Juste d'être là et observer ce qui est. Par exemple, je suis triste et je fais la grenouille et je me sens agréable et je vais bien, quoi. L'avantage de le faire le plus tôt possible, c'est vraiment que ça devienne une hygiène de vie et que ça soit des automatismes au quotidien. Et donc pour moi, les conséquences sont importantes pour la bienveillance, éviter les colères, de réagir violemment. Et les résultats sont là. Il y a plus d'attention dans les écoles, donc les résultats scolaires parlent d'eux-mêmes. Beaucoup plus de bienveillance. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce qui les entoure. Ils sont attentifs aussi à ce qui se passe dans leur corps. Découvrir mes émotions et pas les renfouler. C'est normal qu'on ait des pensées, c'est normal qu'on soit en colère, c'est normal que pour certains événements, on soit triste, mais comment je peux faire pour que ça aille mieux? Et donc, grâce aux outils qu'on leur met à disposition, mais ils peuvent effectivement les gérer et pouvoir vraiment continuer sereinement à vivre leur petite vie d'enfants et d'ados. Ça m'aide à me calmer, à oublier les choses qui sont énervantes, mettre l'esprit vide, quoi. Et voilà, vous pouvez remettre vos chaussures. Je vous remercie en tout cas pour cette chouette participation. Je pense que ce sont des adultes qui seront beaucoup plus attentifs et bienveillants autour d'eux. À bientôt. À bientôt. Voilà pour ce reportage signé Elena Verrier. Des adultes beaucoup plus attentifs, davantage bienveillants parce qu'ils méditent dès le plus jeune âge. Frédéric Lenoir va même plus loin. Je crois que si on faisait des ateliers de philosophie et de méditation dans toutes les écoles du monde, en une génération, le monde changerait. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Parce que je m'aperçois que ce qui manque le plus, c'est un savoir-être, un savoir-vivre ensemble. C'est toute la clé, en fait. C'est que les gens deviennent effectivement, parce qu'ils n'ont pas fait de philosophie, puisqu'ils n'ont pas réfléchi, et ben finalement, ils sont pris par leurs émotions, ils sont pris par leurs peurs. C'est Spinoza qui nous a le premier parfaitement expliqué ça. Il a totalement raison. Il nous a dit, Spinoza, c'est à la fois le pionnier de la philosophie politique moderne. Premier philosophe des Lumières, un siècle avant ce qu'on appelle les Lumières, à dire le système politique idéal, c'est un contrat social fondé dans un état de droit qui respecte la liberté de conscience et d'expression des individus. Tous les philosophes des Lumières vont s'inspirer de Spinoza. Et en même temps, il nous dit, mais tout ça ne marchera pas bien si les gens continuent d'être mus par leurs émotions. Et donc, il faut arriver à travailler sur ces émotions, sur ces peurs, sur ces colères, sur cette tristesse, sur ces désirs déréglés, sur le besoin de dominer, la violence, etc. Et c'est pour ça que Spinoza propose dans l'éthique un chemin vers la joie qui permet de se libérer de ce qu'il appelle les passions tristes. Et tant qu'on est pris par l'envie, la jalousie, la colère et tout, eh ben, le monde ne fonctionnera pas bien. Et donc, apprendre aux enfants à travailler sur leurs émotions, à acquérir une intelligence émotionnelle, à se connaître, à discuter entre eux, à dialoguer, ça développe un esprit de tolérance, etc. On fait un travail formidable qui permet d'en faire des êtres humains beaucoup plus épanouis, apaisés, attentifs, réfléchissant de manière intelligente. Et c'est ça qui change le monde. De quoi est-ce que notre monde doit se débarrasser pour aller mieux ?
Oh là, vaste question. Non, mais il y a, je pense, deux idéologies qui pour moi menacent le monde, qui paraissent complètement antinomiques et qui en fait se ressemblent. D'un côté, il y a le fanatisme religieux, et d'un autre côté, je dirais qu'il y a l'idéologie du matérialisme consumériste. Les deux, finalement, paraissent complètement opposés, parce qu'on dit d'un côté, il y a les croyants, de l'autre côté, il y a les gens qui sont matérialistes. Mais en fait, ça se ressemble. Dans les deux cas, ce qui compte, c'est l'extérieur. Alors que, à mon avis, ce qui est essentiel, c'est l'intériorité de l'être humain. Donc les fanatiques religieux, ils sont pas du tout dans l'intériorité. Ils sont uniquement dans le culte de l'extériorité. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit, c'est le signe. Et ils sont plus du tout dans la spiritualité. Ce sont des croyants qui ont oublié l'intériorité, qui ont oublié la dimension intérieure et spirituelle de la religion. Ce qui va sauver ces gens-là du fanatisme, c'est la spiritualité. Et de la même manière, pour tous ceux qui sont dans le consumérisme, c'est-à-dire qui sont dans l'avoir, ce qui peut les sortir de ce cycle de l'avoir qui rend perpétuellement l'homme insatisfait et qui est en train en plus de piller la planète, de piller ses ressources, ce qui va les sauver, c'est de découvrir qu'il faut passer dans l'être. Il faut passer du toujours plus au mieux-être. Et donc c'est pour ça que dans les deux cas, je dirais, c'est l'éducation à être qui permet à mon avis d'améliorer le monde et de sortir de ces deux pièges. Autrement dit, c'est en se transformant que l'on transforme le monde ? Mais j'en suis convaincu, et on revient à Spinoza. Ouais. C'est-à-dire que la liberté politique est une chose, elle est utile, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Il faut acquérir une liberté intérieure pour sortir de l'esclavage des passions et des émotions et des pensées négatives. Et pour ça, c'est un travail sur soi. Donc il faut se transformer soi-même. Et Gandhi l'a repris dans cette formule assez formidable, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Tout ça commence par soi-même. Vous étiez à Namur il y a quelques jours pour une conférence qui posait cette vertigineuse question, la spiritualité peut-elle guérir notre monde ? En fait, je crois de vous répondre. Oui. C'est-à-dire que c'est effectivement, je Et donc la réponse est oui. La réponse, je pense que la spiritualité, pour moi la définition que je la donne, elle n'est pas religieuse. Pour moi la spiritualité, c'est vouloir s'améliorer. Spiritualité, ça vient du mot esprit, spiritus, et c'est par le travail de l'esprit qu'on peut travailler sur soi. Et je crois que la spiritualité, c'est à la fois la philosophie qui nous permet par l'esprit de développer une pensée personnelle qui permet de chasser toute l'ignorance et les préjugés. C'est le travail de la méditation qui permet d'apprendre à gérer ses émotions et ses pensées. C'est tout ce qui permet de chercher à être meilleur, à être un être humain meilleur. Et on peut avoir une spiritualité laïque, comme on peut avoir une spiritualité religieuse. Mais la spiritualité, ce n'est pas se raccrocher à quelque chose qui nous dépasse ? Pour vous ? Pas du tout. Non. On peut tout à fait le vivre comme ça. C'est-à-dire pour les gens qui sont religieux, qui ont la foi, je dirais qu'ils cherchent à s'améliorer. Si on a une démarche spirituelle, ils cherchent à s'améliorer à partir d'une foi et d'une transcendance. Et pour les gens qui sont pas religieux, qui ne croient pas du tout en une extériorité, en une transcendance ou dans un Dieu révélé, ces gens-là, ils cherchent à s'améliorer à partir d'un travail sur soi, d'une connaissance de soi. Vous avez dit récemment, ce qui va nous sauver, c'est la spiritualité, le fait de redécouvrir ce qu'il y a de beau dans la religion. Alors ça, c'est pour la dimension religieuse. Je pense que ce que les religions ont apporté de meilleur à l'humanité, c'est effectivement l'idée d'une transformation de l'être qui peut passer notamment par une éthique. La religion a produit de l'éthique, heureusement, mais c'est aussi tout un travail de connaissance intérieure. J'ai fait une expérience extrêmement intéressante. J'ai réuni un lama tibétain et un moine catholique, un bénédictin. Je les ai fait se rencontrer pendant une semaine, il y a 15 ans. Ça a donné naissance à un livre qui s'appelle Le Moine et le Lama. Et je leur ai dit... dialoguer entre vous, je voulais voir ce que ça allait donner. Ouais. Et lorsqu'ils ont parlé de religion, c'est-à-dire de dogme, etc., ils étaient absolument pas d'accord. Le bouddhiste disait Dieu n'existe pas, le chrétien disait évidemment Dieu existe. Ils étaient d'accord sur rien. Et puis j'aurais dit, mais non, parlez de votre expérience spirituelle. Ils étaient d'accord sur tout. C'est-à-dire que l'essentiel de l'expérience spirituelle, que vous soyez bouddhiste ou chrétien, c'est quoi ? C'est la compassion, c'est l'amour, c'est le fait de s'intérioriser, de découvrir un silence intérieur, donc de méditer ou de prier. C'est l'intention qui prime sur le rituel. Et donc là-dessus, il disait la même chose, c'est le fruit de l'expérience intérieure. Parole à un enfant, bien sûr, pour terminer. Blaise a 10 ans et il dit « Une vie réussie, c'est ne pas avoir de regrets ». C'est quoi pour vous une vie réussie, en une phrase ? Alors je vais vous donner la phrase que m'a donnée un enfant. C'est de dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'essentiel. Une vie réussie, c'est d'avoir été heureux, c'est faire ce qu'on aime sans avoir fait de mal aux autres, en étant plutôt utile aux autres. Frédéric Lenoir, dans Et Dieu dans tout ça, il était venu nous parler des ateliers de philo et de méditation qui sont menés dans les écoles. Il a d'ailleurs mis sur pied avec d'autres la fondation Sève pour savoir être et vivre ensemble. Une fondation qui a pour principale mission de former des animateurs et des formateurs d'ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles. Et Dieu dans tout ça. 13h15, 14h le dimanche,
sur la première. La méditation en question et en réflexion ce dimanche au cœur d'un numéro spécial de votre magazine. Et comme promis, nous allons pénétrer dans la tête d'un sage qui médite. Nous allons explorer le cerveau d'un célèbre moine bouddhiste, à savoir celui de Mathieu Ricard. Allons-y, nous filons jusqu'à Liège. C'est Elena Verrier qui nous y emmène. Voie 4, le train hissé à destination de Liège-Saint-Lambert. Bienvenue à Liège. Je suis Steven Lorez, je suis médecin, neurologue au CHU de Liège et directeur de recherche au FNRS où je dirige ici au centre GIGA, une unité qui s'intéresse à comprendre la conscience. Alors ici avec l'équipe on a eu l'opportunité d'étudier Mathieu Ricard qui est un grand athlète, moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama. Et pour nous, c'est incroyablement intéressant d'avoir, comme je disais, cet athlète de l'esprit pour justement tester nos hypothèses. Et donc, il a été comme cobaye dans toutes nos machines. Et on vient de publier comment quelqu'un comme Mathieu Ricard, donc un grand expert, est capable de modifier non seulement ses pensées, mais aussi ce qu'on mesure avec nos machines, ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle. Donc, comment ce cerveau fonctionne, eh bien, il peut vraiment le contrôler, je dois dire, beaucoup plus que moi, probablement aussi que vous. Alors je pense qu'il ne faut pas être un moine bouddhiste pour pouvoir bénéficier de la méditation. Il y a maintenant beaucoup d'études qui montrent que oui, c'est probablement une bonne idée de passer un peu de temps pour soi-même, dans le calme, dans ce qu'on appelle la méditation, pleine conscience. Il y a différents noms qui, pour moi, reflètent un peu comment on a difficile à définir cela. C'est un peu comme dire « je fais du sport ». Ben oui, mais quoi exactement? Est-ce que c'est le jogging, le foot, la natation? Mais c'est probablement une bonne idée, comme c'est bien de faire du sport, s'intéresser un peu au bien-être de notre corps. Eh bien, dans ce corps, il y a un cerveau, il y a un esprit. Et donc là aussi, je pense qu'on l'a peut-être trop négligé. Il est certain qu'il y a des états mentaux qui contribuent à notre mal-être et d'autres qui nous libèrent des causes de la souffrance. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut remédier à cela? Je m'appelle Mathieu Ricard, je suis moine bouddhiste et j'ai la grande fortune de vivre auprès de grands maîtres spirituels pendant un demi-siècle dans l'Himalaya. S'il est possible de nous transformer, et c'est ce que indiquent les sciences contemplatives et aujourd'hui les sciences cognitives et les neurosciences, ça serait dommage de négliger cette opportunité. Or, il s'avère que la plupart des capacités que nous avons, que ce soit de lire, écrire, jouer aux échecs ou faire du sport ou de la musique, toutes ont été cultivées par un entraînement. Donc, ça serait vraiment pas logique que la bienveillance, l'attention, l'équilibre émotionnel, autant de qualités humaines qui sont fondamentales pour s'épanouir dans l'existence, soient à leur point optimal dès le départ sans qu'on n'y fasse rien. Ce serait très contre-intuitif. Donc toutes les techniques d'entraînement de l'esprit, qui est un mot plus explicatif que le mot méditation, visent à amener à leur point optimal des capacités dont nous avons le potentiel, mais qui restent à l'état dormant tant qu'on n'y fait rien. C'est aussi ce que corroborent les neurosciences, puisque la notion de neuroplasticité tient au fait que le cerveau change structurellement et fonctionnellement à mesure que soit on est exposé à des situations extérieures nouvelles, des conditions différentes, et soit, et c'est là ça rejoint la méditation, que l'on exerce notre cerveau en s'exerçant à des activités nouvelles. Alors ça peut être d'apprendre à jongler, le cerveau va changer, mais ça peut être aussi, et c'est le cas de la méditation, de cultiver l'attention et la bienveillance. Donc c'est possible, et si c'est possible, c'est éminemment désirable d'arriver à une manière d'être plus optimale qui assure davantage notre sentiment de plénitude, de bien-être, de satisfaction dans l'existence, et qui aussi nous rendra une personne qui sera davantage susceptible de se mettre au service des autres, d'exercer la bienveillance, la solidarité, d'être une meilleure personne dans la société, en gros d'être un meilleur être humain. Alors donc, chez
Mathieu Ricard, on a tout d'abord mesuré la préservation structurelle de son cerveau. Donc il a plus de 70 ans, on l'a mis dans ce qu'on appelle une résonance magnétique, il fait des photos du cerveau et il a un cerveau bien préservé. Donc il y a plus de ce qu'on appelle la matière grise, donc ces milliards de cellules qui sont les neurones, eh bien son cerveau est bien musclé comparé à d'autres personnes de 70 ans et est bien connecté. Donc avec cette machine, on peut aussi voir les connexions, donc ça c'est des milliers de milliards de connexions, de ce qu'on appelle ces synapses. Eh bien, c'est un cerveau qui se parle bien à travers les milliers d'heures de méditation. Par exemple, l'interaction entre les deux hémisphères. Donc, il y a sorte d'autoroute là qui va connecter les deux, qui est particulièrement bien développée après méditation intense chez quelqu'un comme Mathieu Ricard, comme chez d'autres experts en méditation. On travaille sur l'esprit en décidant que, par exemple, on va essayer d'être plus attentif ou plus bienveillant. Prenons par l'exemple de la bienveillance, par exemple. Nous éprouvons tous, nous avons toujours au fond de nous un sentiment de tendresse, de vulnérabilité, qui fait qu'on ressent de la bienveillance pour un être cher, pour un enfant. Mais souvent, bon, ça va, ça vient. On ressent ça très fortement pendant quelques instants, puis bon, l'esprit passe à autre chose. La différence ici, c'est qu'on va engendrer un tel état de bienveillance, par exemple, et qu'au lieu de le laisser s'évanouir au bout de 15-20 secondes ou 3 minutes, on va le cultiver. On va faire en sorte qu'il demeure, qu'il emplisse notre paysage mental beaucoup plus longtemps. Quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, pourquoi pas. Et pour cela, si on est distrait, on essaie de revenir à cet état mental de bienveillance. S'il décline, qu'il devient beaucoup plus vague, on va le raviver. On va lui rendre sa présence, sa vivacité, sa clarté. Et si l'on répète cela régulièrement, c'est comme ça qu'on va changer. C'est par la répétition de périodes courtes de méditation que peu à peu, vous allez être une personne différente. Et les neurosciences vous diront, c'est aussi comme ça, les efforts répétés sur la durée, que votre cerveau va changer. Je pense qu'on a besoin peut-être d'un peu plus de Mathieu Ricard dans notre société et peut-être qu'on pourrait inviter nos politiciens à envisager la méditation. Voilà, l'invitation est lancée, reste à voir si elle sera acceptée. Vous l'avez entendu, Mathieu Ricard maîtrise mieux que nous le fonctionnement de son cerveau grâce à la méditation. Et nous, que pouvons-nous espérer maîtriser? La question est posée à Ilios Kotsou, qui est maintenant avec nous. Ilios Kotsou, qui est docteur en psychologie et qui anime des ateliers de méditation de pleine conscience. Personnellement, je crois que les seules choses qu'on peut vraiment influencer, ce sont ce qu'on fait de nos bras, de nos jambes, de nos pieds, ce sont nos comportements, et aussi notre regard, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. Et donc, la relation que je vais avoir avec mes pensées, mes sentiments, c'est-à-dire qu'avec mes sentiments, plutôt qu'une relation de lutte, une relation plutôt apaisée, prendre soin de mes sentiments, même les plus terribles. Avec mes pensées, prendre de la distance, me rendre compte que mes pensées, même les plus terribles, ne sont que des pensées. Mark Twain disait: j'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Ouais. Parce que nous prenons nos pensées tellement au sérieux, surtout lorsqu'elles sont compliquées. Vous écrivez à un moment, il ne faut pas croire tout ce que notre tête nous raconte. Voilà. Notre tête, elle n'en fait qu'à sa tête, et à croire tout ce qu'elle raconte, lorsqu'elle se trompe, et la mienne s'est trompée souvent, elle nous trompe, et donc elle nous amène, pour finir, elle influence nos comportements, et pas toujours dans la meilleure des directions. Et je crois que l'acceptation de tout ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est exactement le contraire de la résignation. Ça nous invite à mettre toute notre énergie sur les choses qu'on peut vraiment changer. Et alors voilà, peut-être beaucoup moins que ce qu'on rêvait, que ce qu'on imaginait. Ça nous amène à devenir beaucoup plus modeste, mais en étant plus modeste peut-être, à faire changer réellement des choses, à changer significativement notre qualité de vie et à celle des autres. C'est vouloir être un méditant pour la place du marché, du quartier, c'est ma seule ambition, plutôt qu'être un méditant cosmique, interplanétaire. Cela, évidemment, je ne sais pas si réellement il transforme les choses, ou je ne sais pas dans quelle direction en tout cas.
Ilios Kotsou, nous allons maintenant écouter Alexandre Jolien. Il est philosophe, vous le connaissez, touché par un handicap moteur irréversible. Et il répond ici à cette question, pourquoi est-ce que c'est si difficile de jouir du temps présent ? La première, 13h15, 14h le dimanche. et Dieu dans tout ça. D'une part, parce qu'on est presque programmé pour anticiper, pour repérer les dangers, c'est dans notre biologie, mais aussi là-dessus se greffe tout le vernis social pour répondre aux attentes des autres, à ses propres attentes. Ça nous coupe peu ou peu du réel tel qu'il se donne. Pascal Claude, sur la première. Est-ce que vous parvenez à profiter pleinement de ce début d'après-midi que nous partageons ensemble, Ilios Kotsou ? Avec vous ne me laissez pas le choix de toute façon, vous me bombardez de questions, et donc je dois être vraiment là, sinon je ne pourrais pas vous répondre. Même si j'avais rêvé préparer quelque chose, je n'avais pas de sujet, et vous allez tellement vite. Non, je trouve que c'est justement très très bien, ça me ramène à être juste connecté à ce qui est là. Oui, alors évidemment... C'est compliqué ça dans la vie, de juste se concentrer sur le moment que nous vivons. Oui, de toute façon, il n'y a rien d'autre que le moment que nous vivons. Mais je suis d'accord. Mais il y a toujours notre passé qui nous rattrape et puis on pense à demain et à après-demain. Et en même temps, heureusement qu'on est capable de le faire. N'est-ce pas une conquête extraordinaire chez l'être humain, cette capacité de s'abstraire de cette forme de réalité première, directe, sensorielle, pour pouvoir prendre les leçons du passé et pour pouvoir construire de merveilleuses choses dans l'avenir, de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver, de pouvoir imaginer. Toutes ces capacités-là viennent de notre possibilité à être ailleurs mentalement que là où on est. Donc voilà, n'oublions pas toutes ces conquêtes merveilleuses. Alors on est bien d'accord aussi, ce que dit Alexandre Jolien, que j'adore évidemment, c'est que c'est responsable aussi d'avoir peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, de continuer à être accroché à quelque chose qui a disparu depuis longtemps. Et donc pour moi la question n'est pas tant une espèce d'idéal d'être tout le temps dans le moment présent, un peu comme un légume peut-être, mais ce serait plutôt une capacité de flexibilité, d'être un tout petit peu moins dans les regrets, un tout petit peu moins dans l'anticipation et un tout petit peu plus maintenant. Je pense que c'est André Comte-Sponville... C'est pas mal de le dire, mais comment est-ce qu'on fait, Ilios Kotsou ? Ça travaille un petit peu comme un muscle en réalité. Et comme toujours, première chose, la prise de conscience. Se rendre compte que on est tellement distrait, tellement agité. S'en rendre compte n'est pas tellement agréable. C'est se rendre compte parfois que dans notre tête, ce n'est pas un tout petit peu de pensée agitée, c'est une autoroute. Et c'est pas agréable. Et puis par la suite, c'est comme on entraîne un muscle, c'est nous entraîner à revenir ici. Et nos 5 sens, c'est vraiment le vecteur privilégié, revenir à la respiration. Un excellent baromètre de notre état d'être. La respiration est influencée directement par nos états d'âme. Et donc, de pouvoir ici, tout à coup se poser, je peux le faire juste maintenant. Ah oui, allez-y. Revenir à ma respiration, elle me dit, tiens, dans quel état je suis ? Tiens, intéressant, légèrement agité. Joyeux, mais légèrement agité. Juste là maintenant, intérieurement. Et donc, pouvoir revenir, tiens, aussi aux sensations de mes fesses sur la chaise. J'en étais un peu coupé, là, pris par toutes ces questions. Et donc, cet apprentissage très simple travaille comme le muscle qui nous permet de revenir ici. Et savourer la vie, quelle qu'elle soit. Ici, c'est très concret. Savourer un verre de vin, savourer la petite main de ma fille, savourer le chant de l'oiseau. Est-ce que ça ne passe pas par une capacité à habiter nos 5 sens ? Sinon, quelque part, je suis toujours avec le filtre de mes croyances, de mes attentes, ce que disait Alexandre, de mes peurs, qui va quelque part se mettre entre moi et une manière plus directe, plus brute d'entrer en relation avec l'existence. À nouveau, l'idée n'est pas d'être dans l'un ou dans l'autre, l'idée est de faire les deux. Mais un être humain comme moi, il a tellement facile à se perdre, surtout dans le futur, et donc m'entraîner de temps en temps à revenir au présent, je trouve que c'est une bonne médecine que je m'applique quotidiennement. Et l'une des clés pour éviter de se perdre dans le passé ou dans le futur, c'est la méditation. Mon nom est Valérie, je médite de manière quotidienne. Je peux même dire que je ne pourrais même plus vivre sans méditation parce que je suis une personne hypersensible et anxieuse. Et la méditation me permet de me sentir mieux et de mieux gérer mes émotions. Et donc, ça permet aussi de mieux se connaître et d'être plus attentif à soi, mais également donne une ouverture aussi vers l'extérieur. Parce que quand vous méditez, vous entrez en contact avec vous-même, avec votre intérieur.
mais en même temps, par la suite, vous vous connectez aussi à ce qui se passe autour de vous. Je suis Christophe, je pratique depuis, 2 ans maintenant. Ça m'a apporté surtout, une meilleure compréhension de moi-même, peut-être une redécouverte de moi-même. La méditation, c'est simple. C'est juste être attentif à ce qui se passe en soi et autour de soi. Ça a l'air très simple, mais c'est en même temps très compliqué parce qu'on est toujours dans l'action, dans la performance. C'est un modèle qui est véhiculé par la société et la pleine conscience permet de se poser et de simplement être, d'arrêter de faire, d'être. La méditation dite de pleine conscience, et si nous prenions encore 2 minutes pour la définir avec Ilios Kotsou? Alors, quand on parle de pleine conscience, le problème c'est que c'est peut-être tellement à la mode, et j'en fais partie, que ça finit par irriter beaucoup de monde, et je le comprends, parce que alors c'est vendu comme, voilà, ça va devenir l'injonction maintenant à l'instant présent, on avait chaque fois une injonction, c'est la nouvelle, et en même temps c'est le prix à payer peut-être pour quelque chose. C'est plus qu'une mode? Alors je crois que c'est plus qu'une mode, bien heureusement, puisque la pleine conscience en elle-même, c'est pas tellement ça qui est important, ce sont des mots, mais c'est cette capacité, cette Qu'est-ce invitation. que vous mettez derrière ces mots? Voilà, une invitation à habiter notre présence, une présence sensorielle à la vie, et donc capacité à revenir ici, maintenant, à nos 5 sens, et dans laquelle on peut trouver une forme d'apaisement. Donc, on revient à cette question de vie intérieure. Et cette forme de présence, ce n'est pas seulement une présence à nous-mêmes, évidemment, mais de cette présence à nous-mêmes, et c'est une évidence, lorsqu'on habite pleinement sa présence et nos 5 sens, ça nous connecte davantage à la vie, davantage au verre de vin, davantage à la beauté de la nature, davantage aux autres êtres humains, davantage à ce qui est important pour nous, et donc ça fait de nous un être humain plus vivant, un être humain aussi plus généreux, un être humain plus engagé. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, dont le monde a besoin. C'est une pratique, mais c'est aussi un état d'être dans la vie, et ce n'est pas par cette pratique-là la seule. Je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont trouvé leur propre manière de cultiver cette présence-là, et je crois que les manières sont infinies. Et en même temps, j'aime beaucoup cette manière de pleine conscience. Pourquoi ? Parce qu'elle est laïque, et donc elle ne demande pas de croyance. Il ne faut pas croire à quelque chose. C'est vraiment une pratique. L'invitation, c'est non pas de croire, mais d'expérimenter. Elle est très simple aussi, et je pense que la simplicité est une qualité. Alors attention, je ne dis pas facile, ouais. Je suis bien placé pour le reconnaître. Les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles. Elles nous demandent une forme d'engagement, mais ça ne vient pas tout seul. Oui, et un engagement, un entraînement qui, comme vous avez pu l'entendre tout au long de ce numéro, nous offre au moins un peu d'apaisement. Merci d'avoir écouté ce numéro des Dieux dans tout ça. Et vous savez quoi ? Et Dieu dans tout ça, c'est encore mieux en direct.